Bonjour François-Xavier, merci d'inaugurer ce premier podcast d'Exalt dédié à ceux qui font l'IA. François-Xavier, est-ce que tu peux te présenter en une minute et nous parler de ta relation avec la technologie et l'IA ? Bonjour tout le monde, merci Arthur pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir inaugurer en fait ton nouveau podcast. Pour me présenter, moi ça fait 20 ans que je travaille dans la tech. J'ai longtemps officié chez Thales, où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de relations avec l'IA. Par exemple, on traitait beaucoup de gros volumes de données pour faire du renseignement en source ouverte. Pour la surveillance de sites critiques, il y avait beaucoup de sujets d'OCR, reconnaissance d'images, et concaténation d'images en fait pour traiter des sujets de sécurité, soit sur des sites publics ou des sites comme EDF. Et puis également, j'ai eu la chance de travailler sur des simulateurs d'agents. On faisait du biomimétisme à l'époque qui permettait de simuler des agents et on utilisait ça à l'époque pour entraîner les gens qui faisaient de la vidéosurveillance, notamment à la Mecque, en Arabie Saoudite, histoire qu'ils puissent avoir des situations réelles, non supervisées, afin de s'entraîner. C'était vraiment passionnant. Et j'ai eu la chance de créer Exalt en 2018. Et on a continué sur des sujets IA chez nos clients, avec forcément des sujets plus de prédictibilité ou des offres recommandées pour les commerciaux. Avant l'IA générative, c'était plutôt associé au big data IA. Et maintenant, avec l'IA générative, en fait, ça a pris une toute autre dimension. J'imagine. François-Xavier, le podcast d'Exalt dédié à ceux qui font l'IA, c'est un podcast qui veut donner la parole à des gens comme toi qui ont expérimenté l'IA avant même que ça s'appelle comme ça. Je crois que ça s'appelait Big Data encore, ou même encore avant informatique décisionnelle. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est surtout pouvoir te donner la parole à toi qui est un utilisateur des modèles qui sont sortis tous les jours par OpenAI, Anthropic, Google et les autres. Et notamment, ce qui m'intéresse, c'est toi, François-Xavier, avec ton expérience de l'humain. Si je ne me trompe pas, tu es directeur de l'expérience employée chez Exalt. Et de ce point de vue-là, tu es aux premières loges pour observer comment l'IA transforme le travail des consultants et des entreprises au quotidien. Du coup, aujourd'hui, on va structurer notre échange autour de 3 grands blocs. Le premier, ce sera celui sur la vision et la stratégie. Comment l'IA transforme aujourd'hui le métier d'un consultant, puisque c'est ton métier, celui des gens qui travaillent avec toi. Le deuxième, c'est quelles sont les transformations concrètes. Donc, on va parler outils, on va parler changement du quotidien, changement des emplois du temps. Et enfin, avenir et défis. Qu'est-ce que ça veut dire l'IA pour les humains ? Est-ce qu'on va être tous remplacés par des IA demain ? Est-ce que tu penses encore avoir un travail dans quelques années ? Et voilà, j'espère que ça nous tiendra en haleine pour t'écouter jusqu'au bout. Allons-y. Premier bloc, vision et stratégie. Pour rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, comment est-ce que tu vois l'IA transformer le métier traditionnel du consulting ? Alors, c'est vrai que chez Exalt, en fait, on a 1300 consultants qui interviennent chez nos clients. Et le premier aspect qu'on voit, et qui est demandé aussi par nos clients, c'est la productivité. C'est-à-dire augmenter l'impact par humain, par consultant chez les clients. Et pour cela, on joue sur 2 aspects, en fait, l'automatisation et l'augmentation de la qualité en fait, de ce que peuvent faire nos consultants. On fait beaucoup d'ateliers en interne, justement, pour trouver les use cases, faire des prompts systèmes réutilisables, les améliorer, et pouvoir justement arriver avec un certain nombre de prompts systèmes chez les clients pour pouvoir les déployer aussi chez eux, pour des raisons évidentes de contraintes de sécurité. Les premiers use cases, c'est l'automatisation. On essaie toujours en fait, d'automatiser ce qu'on sait faire déjà. Et il y a plein de use cases en fait, qu'on peut automatiser, où on peut élargir par exemple le volume de données qu'on traite quand on fait de la connaissance utilisateur pour les designers. On a plein de développeurs maintenant qui font du code de bien meilleure qualité en automatisant soit les contrôles, soit voir le code eux-mêmes. J'étais justement cet après-midi avec un développeur qui commençait à vibe-coder des éléments en fait, sur un projet. Je voyais bien la différence de productivité sur des outils qui sont fournis par les clients eux-mêmes et qui commencent à être très bien intégrés. Donc ça, on a vraiment, on va dire, l'augmentation de la productivité sur des activités qu'on faisait déjà. L'autre aspect qui devient intéressant, c'est maintenant qu'on a plein d'agents, on a accès aussi aux agents
de nos petits copains, de d'autres expertises. Et là, avec une bonne curiosité, on peut faire des choses assez incroyables. Si vous êtes change manager aujourd'hui, vous avez l'habitude d'analyser des utilisateurs, leur résistance d'une certaine manière. Ça fonctionne, on est sur des systèmes restreints d'une entreprise, on n'est pas en train d'analyser 60 millions de Français. Mais par contre, si vous allez chercher les agents des designers, vous pouvez vraiment augmenter votre capacité à faire de l'analyse de données avec moins de biais et avec beaucoup plus de qualité que ce que vous auriez pu faire parce que les designers ont accès à des formations de sociologie, d'anthropologie qui font qu'ils ont un autre bagage académique quand ils font ce type d'activité. Donc, on peut vraiment aller piocher maintenant à droite, à gauche et augmenter en fait la qualité de ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment sur l'aspect consultant même. Mais en tant que directeur de l'expérience en Employee Exalt, quand on a une entreprise de consulting, chacun des consultants, c'est un petit peu comme des sportifs de haut niveau, en fait. On a des commerciaux qui, comme des agents, leur trouvent la meilleure mission. Et finalement, tout le travail que l'on fait, c'est de la gestion de connaissances pour que la connaissance exploitée dans une expérience puisse être repartagée en fait, au sein de l'ensemble de l'organisation. Et ça, l'IA, elle nous permet vraiment de décupler en fait, ce qu'on savait faire avant. Avant, on avait déjà un framework d'entreprise où on avait beaucoup de bases de connaissances, beaucoup de capitalisation, beaucoup d'événements pour repartager, en fait, rééchanger des compétences. Maintenant, avec l'IA, on arrive à mieux capitaliser. C'est-à-dire, ce qu'on demandait aux humains comme effort, c'est beaucoup plus simple à faire qu'avant. Et on arrive à mieux redistribuer, en fait, et à mettre en relation des humains, en fait. Donc aujourd'hui, on a cette capacité de retravailler notre framework d'entreprise au service des consultants d'une manière beaucoup plus importante que ce qu'on savait faire avant. Tout à fait. Et je pense que c'est ce que tu me disais aussi tout à l'heure par rapport à l'émergence finalement d'un consultant augmenté, en fait, qui tend vers une augmentation finalement de la part humaine que doivent avoir les consultants dans leur travail. Tu me parlais de créativité, d'inventivité et finalement de quelque chose d'assez différent de ce avec quoi on les sélectionnait au départ. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de consultants qui sont inquiets par l'avènement de l'IA générative. Enfin, ça dépend. Ceux qui n'ont jamais utilisé, il y en a peu chez Exalt, j'espère. Non, il y en a encore, mais on va les amener justement. On fait beaucoup de travail de conduite de changement sur le sujet, mais dès qu'on commence à utiliser en fait, ce genre de système, on s'aperçoit de la puissance incroyable, mais aussi les limites. Donc, ça réduit un peu les inquiétudes et ça vraiment invite à confier de plus en plus de tâches à ce genre d'outils de manière maîtrisée. Mais on pourrait avoir un sentiment un petit peu d'inquiétude par le fait qu'on va finir par se faire remplacer au fur et à mesure qu'on délègue. Et c'est vrai qu'au-delà de la formation sur les outils, c'est ultra important de bien maîtriser ces outils, le prompting system, la base de connaissances, le management d'agents. On renforce très très fortement en fait, l'aspect soft skills. Parce qu'on cherche justement à rester en permanence complémentaire par rapport à ces outils. Et ces outils, en fait, n'ont pas ce genre de qualité encore. Peut-être que ça arrivera, en fait, si tu fais bien ton travail et que l'IA comprend de mieux en mieux les humains et les systèmes physiques. Mais aujourd'hui, en tout cas, on cherche à redévelopper la créativité, l'esprit critique, parce que c'est ça, en fait, qui fait qu'on reste en permanence complémentaire par rapport à ce type d'outils. Donc, en effet, augmenter ces qualités humaines et peut-être les retrouver aussi, parce qu'à force de travailler de manière extrêmement productive, on était peut-être devenus des cadres un peu agents et on avait perdu justement peut-être le temps ou l'appétit pour travailler ce genre de sujet. Tout à fait. Du coup, maintenant qu'on parle d'humain, ma question pour toi, c'est donc, vous avez recruté des consultants chez Exalt depuis 7 ans, qui viennent, 1300 au total. Aujourd'hui, est-ce que tu as vu la façon de recruter changer ? Est-ce qu'on cherche des consultants différents, avec des soft skills différents, des profils différents ? Ou est-ce que c'est est-ce que tu vas chercher encore les mêmes types de personnes que ce que tu cherchais encore il y a 7 ans ? Dans notre... alors je pense que dans notre manière de recruter, l'IA nous aide déjà en termes d'expérience candidat. C'est-à-dire qu'on peut vraiment concentrer beaucoup plus nos entretiens justement sur les aspects humains et réaliser quelques tests techniques de manière beaucoup plus aisée. Après, pour le moment, on n'a pas encore totalement changé en fait, nos critères, parce qu'on avait déjà des critères très très larges sur les soft skills. Pour la simple et bonne raison que la majorité de nos clients travaillent dans des organisations agiles à l'échelle. Et dans les organisations agiles à l'échelle, on rassemble en fait différents types de compétences dans des équipes cross-fonctionnelles.
Et c'est des gens en fait qui ont des cultures différentes, des visions du monde différentes, et pourtant on essaye de les faire collaborer pour être très adaptables. Et pour réussir cette fusion, il faut justement des personnes avec des soft skills extrêmement importants, beaucoup d'empathie, beaucoup de capacité de communication et de collaboration. Donc on avait déjà en fait ce critère très très fort, et donc ça ne change pas forcément beaucoup de choses. Après, on sent quand même que dans l'évolution des carrières, on va quand même avoir deux types de carrières à gérer. En fait. Je pense qu'il va y avoir des gens en fait, qui vont prendre un petit peu ce rôle de manager d'agent, naturellement, en fait, qui aiment ça. Et ce n'est pas donné à tout le monde, en fait. On sent qu'il y a des experts qui adorent, tu vois, qui ont un rapport assez identitaire avec l'activité qu'ils mènent et qui vont plutôt s'orienter en fait, sur des activités d'expertise. Et potentiellement, demain, ils seront curateurs, enfin, ils entraîneront en fait, des agents pour servir en fait, des managers d'agents. Et aussi des personnes en fait, qui vont avoir un scope très très large bande pour pouvoir manager des agents et un métier qui va s'élargir. Je ne sais pas si je suis assez clair, si tu veux que je rentre dans le détail, je peux. Moi, pour moi, je vois, mais si tu donnes des détails, je pense que si tu le sens. Aujourd'hui, on a tendance à avoir chez nos clients, et puis un peu partout, on fait des organisations assez stables. En fait. C'est-à-dire qu'on essaye de reproduire la même organisation agile. Je pense que demain, on va pouvoir adapter les organisations en fonction de la complexité des sujets. Et en effet, avant, on mettait une petite équipe agile, par exemple, pour produire des sujets qui étaient assez simples. Je pense que demain, un seul consultant pourra traiter un sujet simple de manière assez autonome avec des agents. Et on mettra justement des organisations plus complexes uniquement sur les sujets complexes. Donc, il nous faudra en fait des personnes qui arriveront en fait à gérer un projet de bout en bout, et qui de l'idée de l'utilisateur, enfin du besoin utilisateur jusqu'à la réalisation seront pratiquement autonomes, avec des agents qui vont réussir à réaliser ça, et se concentrer vraiment sur ce qui est le plus complexe dans les organisations. Tout à fait. Moi, c'est ce que j'aime bien dire en disant que demain, je pense que les collaborateurs qui seront importants à l'heure de l'IA, ce seront les collaborateurs polyvalents qui seront à la fois capables, comme tu disais, de manager des agents, mais aussi de manager des humains et de comprendre des situations humaines complexes dans lesquelles des agents ne pourraient pas naviguer seuls. Et donc, justement, quand tu disais qu'une seule personne pourra réaliser les tâches qu'avant beaucoup pouvaient faire, c'est justement parce qu'il y aura cette continuité de compétences. Et ça n'empêche qu'on aura quand même besoin d'experts qui s'assureront que les agents répondent les bonnes choses à ces profils plus polyvalents. Donc, je pense que ça va être plus polarisé, mais il y aura toujours des humains dans la boucle sur tous les sujets. Enfin. Ça, c'est sûr, mais demain, et c'est une question que beaucoup de gens se posent, on parle d'experts, de gens qui ont une certaine expérience. Demain, on le voit, l'IA permet de remplacer le travail des juniors, des stagiaires. Comment, demain, ces gens qui auront été remplacés par l'IA pourront eux-mêmes trouver leur place. On aura juste même le problème des humains, c'est qu'ils vieillissent, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, dans un monde où on ne sait plus donner de bonnes tâches à des juniors, comment on pourra faire pour pouvoir les amener à un moment donné à ce niveau d'expertise qui sera nécessaire pour pouvoir collaborer avec des agents et à continuer à faire fonctionner les organisations? Tu attaques vraiment par les sujets les plus complexes. Non, j'ai pas forcément de solution toute faite, c'est un vrai sujet. Je pense que ce sera une nécessité. Donc, de toute façon, on va devoir le faire. On ne pourra pas faire perdurer une entreprise si on ne gère pas justement l'évolution des générations dans l'entreprise. Donc, il va bien falloir construire en fait des générations en fait de jeunes qu'on va amener à des rôles de confirmés, qui vont prendre demain en fait les rôles de management dans une organisation. Après, je pense qu'on aura quand même besoin de faire des activités sans l'IA. Aujourd'hui, par exemple, j'ai toute une partie de mon activité qui s'appelle la continuité de service, qui est ultra importante dans la banque et les assurances, parce que c'est quand même des organismes vitaux pour l'économie, et sur lequel, en fait, on fait régulièrement des exercices où on coupe tous les systèmes d'information. Et on refait en fait les mêmes tâches sans système d'information. On a coupé le RP, on revient sur du papier, on revient sur de l'Excel. Et je pense qu'avec l'IA, pour vraiment justement avoir une certaine résilience et une continuité de service, il faudra développer ce genre d'exercice. Et j'espère que ce sera l'occasion de former justement les plus jeunes à un exercice, alors je ne dirais pas au papier, parce que peut-être sans l'IA, ça serait peut-être l'ordinateur, mais tu vois l'idée. Et je pense que rien que pour ce genre de sujet, on aura l'occasion de reformer en fait des juniors aux différentes tâches. J'espère que ça leur permettra de progresser. Merci pour tes premières réponses. Fast and Curious numéro 1. Alors,
Pour faire une petite pause dans notre grand déroulé, j'aimerais te poser 3 questions. L'idée, c'est que tu me répondes rapidement, en une ou deux phrases, sur quelques questions sur ta relation je précise que avec l'IA. c'est pas préparé. C'est ça. Ce n'est pas préparé, évidemment, sinon ce serait trop rigolo. Quel était ton premier moment waouh avec l'IA? C'est peut-être totalement bête, mais c'est la première heure de dialogue que j'ai eue avec ChatGPT quand c'est sorti. J'étais totalement bluffé par la qualité justement de l'échange et le changement en fait de paradigme dans lequel on se situait. Tu as parlé de quoi? Tu lui as posé des questions sur le change chez Exalt et tu as donné des réponses pertinentes. Je pense que... Si, je me rappelle maintenant. En fait, j'avais un rendez-vous client dans l'immobilier et en un quart d'heure, en fait, ça m'a upskillé sur toute cette partie en fait, immobilier. J'ai été assez bluffé de m'apercevoir qu'en un quart d'heure, je pouvais maintenant pas apprendre un métier, mais être beaucoup plus pertinent face à un client. Et ça, c'était il y a certainement déjà plus d'1 an et demi. Aujourd'hui, ce serait encore plus important. Exactement. Je ne sais pas si tu as une deuxième question. Absolument. Quel est l'outil d'IA que tu utilises tous les jours? Bon, je pense que tous les jours, j'utilise Gemini, en fait. J'ai un vrai enjeu rédactionnel. Et toutes les semaines, je m'astreins à utiliser Claude et N8N, en fait. Grâce à l'IA, je me sens redevenir le développeur que j'ai jamais réussi à être, en fait, parce que j'étais pas très bon sur le sujet. Et ça me fait vraiment plaisir, justement, de pouvoir redécouvrir des anciennes compétences que j'avais un peu perdues. Et dernière chose, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote personnelle avec l'IA? Je crois que j'ai donné à mon épouse l'historique de mon chat GPT. Et je lui ai simplement demandé de me dire ce qu'il connaissait de moi et ce qu'il comprenait de moi. Ça nous a fait une très très belle discussion. Surtout quand elle s'est aperçue, elle va me tuer quand elle va voir que j'ai raconté ça, que j'avais fait l'erreur d'avoir amélioré un message de Noël pour elle. Et j'aurais jamais dû faire ça, mais j'avoue que j'ai fait. Que ceux qui ne l'ont jamais fait te jettent la première pierre, j'ai envie de te dire. Bloc numéro 2, donc nous passons maintenant à la partie transformation concrète. Aujourd'hui, notamment, voilà, on sait bien que Exalt ne vit que par et pour ses clients qu'elle accompagne. Et aujourd'hui, comment Exalt accompagne ses clients dans leur transformation IA et dans quel état d'esprit, j'ai envie de dire? C'est un chantier fabuleux parce qu'il touche vraiment toutes les couches en fait, de l'entreprise que l'on essaye d'accompagner en transformation. Le premier sujet est souvent d'essayer de ramener un peu de vrai en fait, entre tout ce qu'on entend sur Internet, les grandes possibilités, comment on les ramène en fait, dans un environnement qui est assez contraint d'un point de vue cybersécurité et réglementaire. Et ça, c'est toujours extrêmement important parce que c'est déjà un petit peu être assez réaliste par où on doit commencer en fait, dans ce type de transformation. Après, il y a beaucoup de prestations aujourd'hui qui sont liées à des changements culturels. En fait, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'IA. Aujourd'hui, je pense qu'on est au tout début en fait, de la transformation de l'IA. Et donc, on amène beaucoup en fait, les collaborateurs à coexister avec cet outil, à se sentir à l'aise avec lui, peut-être à gérer beaucoup de résistances qui sont assez naturelles, en fait, parce que on voit que les révolutions technologiques s'enchaînent, que les promesses de certaines révolutions technologiques n'ont pas forcément été tenues. Donc cette nouvelle génération technologique apporte aussi certains types d'inquiétudes. Et on passe beaucoup de temps à les adresser en mode change management chez les clients, en passant à l'action, simplement en rendant chacun des collaborateurs autonomes pour créer un assistant. En fait. Donc ça augmente justement la côté productivité et qualité de ce qu'ils peuvent faire, et ils commencent à s'habituer avec. Et ça prépare surtout à la future grande révolution en fait, que va apporter l'IA, et qui n'est pas encore advenue, car à force en fait, de l'utiliser, ça va changer les modes de collaboration, les modes d'organisation, les rôles dans les entreprises. On va certainement redessiner les entreprises, on va certainement redessiner des business models, des écosystèmes en fait, d'entreprises. Et ça, je pense que c'est ultra important pour chacune des organisations de commencer déjà à préparer en fait, leurs collaborateurs pour basculer dans ce nouveau monde de la manière la plus simple et la plus fluide possible. Ensuite, on a beaucoup de prestations qui sont liées à préparer les sous-jacents en fait, ultra importants, notamment d'un point de vue infra, accès, sécurité,
consommation, responsabilité. Et en fait, il faut vraiment mesurer, ajuster, essayer de consommer le minimum, être le plus frugal en fait sur ce type de sujet. Et le dernier aspect, c'est trouver les bons use cases avec les bons effets waouh pour justement montrer que la valeur que ça apporte et montrer aussi qu'on peut redécouvrir son métier grâce à l'IA. Typiquement, je te cite un exemple concret là-dessus, mais qui va être en interne cette fois-ci. On a redéveloppé un outil de matching de compétences pour les commerciaux, parce qu'on a des besoins en compétences, on a des compétences de consultants. Le premier exercice, c'est quand même un exercice de matching. En fait. Et le fait qu'on arrive à faire ça de manière automatisée, ça montre bien que le vrai métier n'est pas celui-là. C'est pas de matcher des mots-clés. Le vrai métier, en fait, c'est de comprendre dans la carrière d'un consultant si c'est la bonne opportunité pour lui en fonction de son appétence, du niveau de risque qu'il est prêt à accepter. C'est ça le vrai métier, en fait, c'est de trouver le bon matching, et c'est comme ça qu'on construit la carrière d'un consultant. Donc ça, rien que l'IA maintenant fasse cette activité, ça libère du temps pour qu'on puisse retrouver en fait, la vraie activité en fait, du manager en société de service. Et l'autre aspect qu'on a, c'est on arrive à faire, avec l'IA, on arrive à faire des choses qui sont impossibles ou très difficiles pour le cerveau humain. Typiquement, quand on a un consultant qui sort de mission maintenant, eh bien, on sait le matcher en fait, avec l'ensemble des opportunités qu'on aurait pu avoir pour lui ces 3 derniers mois. Et ça nous permet de recontacter des clients qui parfois ont abandonné le besoin parce qu'ils n'ont pas trouvé, de recréer une autre type de relation client et de générer de nouvelles opportunités. Et ça, c'est impossible pour un cerveau humain de bien le faire, en fait. Donc on voit bien qu'ils se sentent en même temps retrouver le cœur de leur métier, qu'ils avaient peut-être parfois un peu abandonné par le volume et la charge, et aussi de trouver de nouvelles capacités, ce qui les rend en pleine harmonie en fait, avec les outils qu'on leur propose. Tout à fait. Du coup, moi, ce que j'entends beaucoup dans ce que tu dis, c'est que finalement, il y a un premier volet dans la gestion finalement des organisations qui travaillent autour de 4 piliers. Donc, pour les agents, qui seraient l'identité, les rôles, les accès et les données. Donc, en fait, où finalement, on pourrait aller faire chercher ces différentes personnes, les consultants et demain des agents IA, les bonnes informations. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très orienté autour de l'IT. Et après, du côté des métiers, finalement, c'est comment on peut mettre en musique toutes ces informations, ces rôles et ces données pour pouvoir continuer à réaliser l'output des entreprises. Fondamentalement, on peut quand même s'attendre à ce que les entreprises aient toujours les mêmes rôles sociaux. On peut s'attendre à ce que les banques restent des banques, des assureurs continuent à prendre des risques. C'est plutôt leur structuration interne qui va changer. Oui, quand on essaie d'optimiser en fait les chaînes de valeur dans l'entreprise, c'est toujours les coûts de transaction entre équipes, les coûts de possession qu'on peut avoir, qu'on essaie d'optimiser. Et ça, avec l'IA, on voit bien que les frontières bougent. Pour citer un exemple facile dans l'IT, un product manager aujourd'hui, s'il arrive avec une spec, c'est vieux. S'il arrive avec une user story, c'est déjà vieux. S'il arrive avec le produit vibe codé, on commence vraiment à avoir une discussion avec le développeur sur non pas une hypothèse de solution sortie de la tête du product owner que le développeur doit tester, mais un test qu'il a déjà réalisé. Donc on voit bien que la frontière, c'est la manière d'interagir entre les deux équipes, change de nature en fait. Et ça va révolutionner, je pense, les organisations de demain en fait. Tout à fait. Et donc en fait, fondamentalement, une entreprise de consulting comme Exalt, ça va devenir une sorte de grande entreprise à gérer de la connaissance. Et comment je fais pour pouvoir aider mes clients à obtenir plus rapidement justement le produit vibe codé dont tu parlais, en tout cas le prototype, parce que souvent c'est pas des choses qui iront en production. En tout cas nous c'est pas ce qu'on conseille à nos clients. Mais donc ce sera même plutôt des modes de pensée. C'est comment en fait aujourd'hui s'acculturer à se dire qu'en fait ce qu'on faisait il y a encore 4 ou 5 ans, c'est plus ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut commencer à demander à l'IA de faire quelque chose pour commencer à voir, à toucher, à sentir, et ne pas nécessairement repasser par ce qu'on faisait avant, justement ce que tu disais, la rédaction d'un cahier des charges, la mobilisation d'une équipe de 15 personnes, et qu'en fait avec 1 ou 2 personnes on peut faire la même genre de choses. Alors, tous les métiers, je pense, vont commencer à itérer en premier, parce que même un manager pourra déjà fournir la première version en fait, de son idée avant de la confier à ses équipes. Donc l'itération va devenir le mode de fonctionnement le plus classique. Après on va faire la curation justement de ce qui est produit par les IA. Et je pense que chez Exalt, oui, dans 5 à 10 ans, tous les métiers, toutes les étiquettes en fait, qu'on peut poser sur les consultants auront bougé. Et ça, on s'y prépare dès maintenant.
Et la manière dont on a décidé de le faire, c'est un grand chantier d'hybridation des compétences. Donc on veut favoriser la curiosité entre consultants, car finalement quand on travaille en tant que consultant, je n'aurais pas à dire ça de manière aussi prosaïque, mais on fait toujours à peu près la même chose. Codeur, change, designer. En fait, on a un utilisateur, il faut connaître, trouver un problème pour lequel il est prêt à payer, enfin en tout cas qui lui apporte suffisamment de valeur en fait, pour qu'il y ait un échange de valeur. On fait une hypothèse de solution, on construit une solution, on la teste et on itère pour lui apporter de la valeur. Et on fait tous la même chose, même quand on écrit un mail. En fait. Et finalement, on a décidé de construire toutes nos matrices de compétences sur cette chaîne de valeur. Histoire qu'un change manager, un designer, un développeur, sur un bout de cette chaîne, ils puissent regarder mais qu'est-ce que font les autres pour atteindre le même impact. Et au travers de l'impact, en fait, on essaye de favoriser les échanges entre disciplines pour que chacun puisse aller piquer quelque chose aux autres, inspirer les autres, et à la fin, préparer le changement de plaque tectonique qu'on va avoir entre les différents métiers et qu'on prépare dès à présent. Enfin. Tout à fait, et ça c'est ce que j'aime beaucoup chez Exalt aussi notamment, c'est vraiment cette capacité à être tout de suite en complémentarité des offres et aussi des compétences autour d'un même problème, puisque finalement ce qu'on met en place c'est des rituels, que ce soit des rituels formels ou informels pour distribuer la connaissance, et en fait l'IA demain va nous aider à encore mieux la faire circuler au travers de l'organisation pour qu'on puisse réussir plus rapidement justement à mieux parler aux clients dont tu parles. C'est vrai que tu avais évoqué en fait, que ce que ça changeait en termes de gestion de connaissances, c'est exactement ça en fait. Parce que chez Exalt, le gros différenciateur, personne n'utilise ce mot-là en interne, c'est qu'on fait vraiment la gestion de connaissances. Et on ne parle pas de SharePoint, on parle vraiment de la connaissance, comment on la partage. On a beaucoup de rituels. Notre principal rituel, c'est l'Exaltant, c'est tous les 3 mois, on se rassemble pour partager de la connaissance. Et ça, en effet, c'est en train d'être révolutionné par l'IA. Ce qui amène, en fait, aujourd'hui, j'en parle pas trop en interne chez Exalt, parce qu'on est très orienté productivité et qualité en fait en intervention. Mais dès l'année prochaine, ça va aussi changer la manière dont le collaborateur interagit avec son entreprise. Donc l'idée, c'est d'être beaucoup plus transparent, partager beaucoup plus de données, justement, parce que c'est ça qui va faire la valeur en fait de l'organisation, et c'est ça qu'on va pouvoir réexploiter ensuite pour redistribuer cette valeur à l'ensemble des collaborateurs. Et au-delà de simplement augmenter chacun des collaborateurs, c'est toujours de mettre en relation en fait, les collaborateurs. Parce que ce qu'on fait, souvent les gens pensent que c'est du bon sens, mais ce n'est pas que ça. Prendre des décisions importantes, ça ne s'apprend pas dans les livres en fait. Ça s'apprend souvent par l'expérience. Et c'est vraiment une expérience sociale d'apprendre ça. C'est pour ça qu'on met les gens en relation pour qu'ils échangent leur expérience. C'est comme ça qu'on apprend ce genre de sujet. Et ça, l'IA va vraiment permettre de cibler des rencontres demain entre consultants qui feront la valeur en fait, de ce qu'on apporte en mission. Enfin. Tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant de faire le parallèle avec la situation très humaine. En fait, tu sais, aux États-Unis, alors c'était déjà il y a quelques années, mais Joe Biden, quand il était encore président, a déclaré la solitude comme maladie nationale. Et je pense qu'effectivement, on assiste à un phénomène d'enfermement. On le savait déjà pour les réseaux sociaux, mais l'IA, en fait, permet quasiment de vivre dans des bulles. On sait que, je saurais plus vous donner le chiffre exact, mais une grande partie des utilisateurs de ChatGPT posent des questions personnelles. Donc, pour pouvoir recréer une forme de bulle avant ce qu'on cherchait chez les humains, finalement, et chercher auprès des LLM. Et ce que tu dis, finalement, c'est que la matrice Exalt, la matrice cabinet de conseil, permet ici justement de bypasser ces mauvais effets de l'IA, en tout cas de les utiliser à contribuer à faire avancer cette machine sociale de gestion de la connaissance, encore une fois, comme tu disais, sur des expériences, parce qu'en fait, elle va permettre de pouvoir pousser les bonnes actions au bon moment, de bien conseiller l'humain pour pouvoir mieux consulter l'humain. Bon, après, tu m'emmènes sur un truc très prospectif, mais c'est vrai que moi, je le ressens, en fait, l'isolement avec l'agent, je le ressens. Et je le ressens d'une certaine manière, parce que j'utilise beaucoup maintenant de speech-to-text, tu vois, pour communiquer avec mes applications. Un Teams, aujourd'hui, taper dans un Teams, c'est une horreur. J'aime bien être sur mon canapé, pouvoir justement parler à l'application, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide. Quand je suis dans un espace de coworking, c'est compliqué pour moi, parce que je ne peux pas parler à mon PC. Je sens bien que je dérange en fait mes collègues. Donc je vois bien que plus ça va, maintenant que je peux vraiment interagir grâce à mes agents avec d'autres collaborateurs de manière beaucoup plus formelle,
et que eux peuvent interpréter beaucoup plus facilement ce que je leur envoie, j'ai tendance à m'isoler. Donc c'est vrai que c'est la responsabilité de l'entreprise de réorganiser des rituels pour reconnecter les personnes et régénérer justement du partage de connaissances dans d'autres interactions que simplement avec les agents. Donc on a nos rituels. L'avantage chez Exalt, c'est qu'on a déjà beaucoup de rituels là-dessus. On a déjà tous les 3 mois des rituels qui sont des moments d'apprentissage et de partage. Au mois de juin, on a aussi des moments de connexion très forts, et même tous les 2 ans, pour te dire, on organise un festival de musique qui, je pense, était peut-être une petite folie interne, mais peut-être va devenir finalement un asset incroyable pour reconnecter les gens qui sont isolés par rapport à l'IA. Peut-être que ça va devenir finalement une bonne pratique dans l'entreprise de réorganiser ce genre de moments pour se reconnecter entre humains, parce qu'en effet, les agents vont avoir tendance à nous isoler, peut-être à nous reconnecter au bon moment, au juste moment, mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra aussi qu'on ritualise un peu plus ça en entreprise. Tout à fait. Et pour ceux qui nous écoutent, je suis sûr qu'une super idée de start-up qui permettrait de devenir milliardaire, ce serait de réinventer un clavier. Finalement, les claviers, ce sont les mêmes depuis 50 ans. Vous aurez les gros ordinateurs d'IBM, sur nos téléphones portables, ce sont encore les mêmes. La voix, évidemment, on voit bien le problème, c'est qu'on n'a pas de confidentialité. Je suis sûr qu'il y a un entre-deux, avant, évidemment, qu'on soit tous branchés par notre nerf rachidien directement à une machine. Deuxième Fast and Curious. Donc, encore une fois, quelques questions autour de toi, Elia. Aujourd'hui, quand tu veux automatiser ta veille, quels sont les outils que tu utilises ? Déjà, je n'ai pas grand-chose à faire parce que je prends un cloud, je lui demande ce dont j'ai besoin, il est branché en MCP à N8N, et dans N8N, en fait, il m'automatise mon workflow, et une des briques de ma veille, c'est Perplexity, en fait, dans cette chaîne avec N8N. Donc, c'est principalement Perplexity que je branche sur un N8N pour faire ma veille. Enfin. Est-ce que tu automatises déjà la rédaction de tes slides ? Alors oui, je dois avouer que c'est pas parfait aujourd'hui, notamment en termes de charte graphique, hiérarchie de l'information. Peut-être que je le fais mal aussi. Mais aujourd'hui, clairement, souvent j'ai Gemini pour réfléchir en deep search sur ce que j'ai envie de faire. Je structure mes slides aussi avec Gemini. Et après, je les envoie dans un outil qui s'appelle GenSpark, qui me fait justement toute la mise en forme, en fait, avec un niveau de granularité de présentation qui est vraiment bien. Je trouve c'est bien pensé, en tout cas, en termes d'architecture de l'information. C'est assez percutant, la manière dont ils font ça. Enfin. Et dernière question, peut-être, où tu m'as l'air d'être quelqu'un de très curieux au niveau des outils d'IA que tu utilises. Est-ce que tu changes souvent tes outils ou est-ce que tu restes fidèle à ceux qui fonctionnent ? Alors, déjà en interne Exalt, on a un chat qui est branché sur OpenRouter et qui donne accès en fait à tous les modèles. Et très régulièrement, en fait, je teste de nouveaux modèles. Donc, entre Grok, aussi les modèles chinois, enfin, tous, j'aime bien tester pour voir un petit peu les différences. C'est vrai qu'on a toujours des habitudes d'usage. J'ai toujours mon chat GPT, je ne sais pas pourquoi, alors que j'utilise de moins en moins. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je vois quand même que je suis quand même bien aspiré par du Google Studio, qui commence aussi à avoir, entre les images, les vidéos, des choses assez intéressantes. Ouais. Dernier bloc de discussion, celui sur l'avenir et les défis qu'il pose. Il y a plusieurs éléments quand même de réflexion qu'on a vus ces dernières semaines, notamment une étude de Stanford qui dit que l'IA pourrait accélérer 50% des tâches dans le consulting. Il y a une entreprise qui s'appelle Xavier, qui fait référence à un mème internet, Xavier.ai, qui a pour ambition de disrupter complètement le marché du consulting, entre guillemets, à la PowerPoint. Accenture qui vient d'annoncer 19 000 suppressions de postes en invoquant l'automatisation et l'IA. Aujourd'hui, et tu me l'as dit encore tout à l'heure, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors, est-ce que tu peux nous dire effectivement ce qui se passe là-dedans ? De quoi ces éléments sont révélateurs ? Alors, on n'est pas encore Accenture. Je dis encore parce que je ne sais pas si on le fera un jour, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce type de problème. Alors, je ne sais pas quel problème ils adressent. Peut-être qu'ils ont beaucoup de centres de services sur lesquels ils ont réussi à automatiser. Nous, on a 1300 collaborateurs qu'on a vraiment sélectionnés, sur lesquels on offre une expérience employée très forte.
Et en vrai, on n'a aucune envie de se séparer de quiconque. Et on ne ressent pas, en fait, ce genre de pression. Je pense qu'après, sur tous ces chiffres, c'est toujours très délicat, parce qu'en effet, il y a des études qui sont faites, et on sent bien qu'il y a des chiffres qui sont sortis pour aider au passage à l'action. Donc c'est souvent des chiffres qui sont assez marquants. Mais il faudrait vraiment regarder dans le détail l'enquête, comment elle a été menée, quel type de questions, en fait, pour en avoir la substance. Moi, je pense vraiment, en fait, que notre marché va vraiment évoluer. C'est que je pense qu'Exalt, dans 10 ans, ne sera pas du tout la même société qu'aujourd'hui. Mais on a la capacité d'adaptation, en fait, pour former nos collaborateurs, aller peut-être sur d'autres marchés qu'on n'a pas aujourd'hui, qui vont se développer. On aura peut-être beaucoup plus de biotech demain qu'on a aujourd'hui, peut-être moins de banques et assurances, que tout sera déjà automatisé. Mais voilà, je pense que dans l'industrie aussi, il y a encore beaucoup de choses à construire. Donc je pense qu'on va s'adapter, on va peut-être changer de marché, peut-être faire évoluer en fait nos compétences, mais on a toutes les qualités, je pense, que pour pouvoir s'adapter. Après, j'ai tendance à m'intéresser au modèle, parce que j'adore en faire. Mais aussi, je sais que parfois, il suffit d'un paramètre pour qu'on se trompe. Je ne sais pas si... moi, d'un certain côté, en fait, si je regarde tout ça de trop près, je suis toujours inquiet, en fait. Soit, en fait, ce qui est raconté dans les médias est vrai, et en effet, je suis en danger sur Exalt, parce que l'IA va remplacer tous les métiers. J'y crois pas trop. Ou soit, en même temps, le truc n'est pas vrai. Et là, je vais avoir un autre problème économique, c'est qu'on va avoir une bulle IA qui va craquer, et j'aurai d'autres problèmes qui vont être liés à une crise économique. Donc, tu vois, des deux côtés, je suis toujours pris en fait dans un étau. Et donc, moi, ce que je fais surtout, c'est que je m'intéresse au sujet sur lequel j'ai un impact. Et aujourd'hui, le seul impact que j'ai, c'est comment j'arrive à transformer la connaissance d'Exalt pour augmenter la performance et l'impact de chacun de mes consultants. Et si je fais ça, je sais que je saurai toujours m'adapter aux évolutions de l'économie. Tout à fait. Moi, je pense que sur cette idée de la bulle IA, oui, il est probable, j'ai pas de boule de cristal, qu'il y ait une bulle sur les valorisations. En revanche, je ne pense pas qu'on revienne en arrière, un peu comme que la bulle Internet n'a pas ralenti l'utilisation d'Internet. Les valorisations ont explosé, certes, et elles ont remonté plus tard. Et pour l'IA, ça pourrait être la même chose. Il y a certains éléments que des analystes financiers disent... mais c'est là aussi où c'est plein de craintes ou plein d'espoir, mais je pense qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur, justement, comme je disais, les premières idées qu'on a avec l'IA, qui est de remplacer des tâches que l'on fait nous-mêmes. Mais c'est extrêmement difficile pour un cerveau humain de s'imaginer le monde qu'on va pouvoir créer, l'économie qu'on va pouvoir créer demain, en fait, et quelles vont être les choses qui auront de la valeur ou pas demain, et comment on pourra retravailler ou trouver de nouvelles opportunités dans cette nouvelle économie. En fait. Et vu que le cerveau est incapable, et c'est très difficile pour le cerveau de se projeter aussi loin, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Parce que je n'ai aucun doute qu'on trouvera des solutions, parce qu'on ne restera jamais sans rien faire, les êtres humains. Ça, c'est ta nature de grand optimiste. Et là où je te rejoins, c'est que effectivement, on assiste quand même aujourd'hui au remplacement des cols blancs. Il y a quand même cet élément par l'IA. Donc en fait, beaucoup de gens qui avaient des fonctions de middle office, disons, sont remplacés petit à petit parce qu'en fait, fondamentalement, ils faisaient du travail de robot. En tout cas, des travaux que les LLM aujourd'hui savent complètement automatiser. C'est ce que j'ai appelé le cadre agent. Mais il y a plein de perspectives. Je pense qu'en termes d'expérience utilisateur, le jour où on sera imaginons par exemple qu'on prenne un scénario d'abondance et que les agents nous permettent en fait de réaliser tout un ensemble de choses en fait sans effort, je pense qu'on pourra peut-être qu'un jour justement les métiers du care seront mieux payés que les métiers de l'IT parce que justement c'est ça qui va devenir important et ça sera la relation humaine qui fera tout l'intérêt et non plus la chose automatisée par l'IA. Quand j'ai le feu chez moi et que j'appelle mon assureur, je peux t'assurer que je veux toujours avoir un humain. Je suis en situation de stress et j'ai besoin non pas d'avoir une personne qui m'apporte la police d'assurance que j'ai signée, mais juste une personne qui me dit « je prends le sujet en main, je vais le traiter ». En fait, et ce rapport humain, je
pense pas que ça soit remplaçable. Donc peut-être que je te dis, on aura peut-être des évolutions très bizarres en fait de la distribution de valeur en fait dans la société de demain. Avec plaisir pour en reparler déjà dans 2 ou 5 ans. Et quand on va regarder dans les modifications concrètes, et peut-être pas forcément sur le CARE, mais d'autres métiers qui aient peut-être été délaissés auparavant, je pense aux électriciens, aux plombiers, dont Jensen Huang, le patron de NVIDIA, parlait récemment. Effectivement, on voit que ces métiers-là ont des métiers qui ont des rémunérations très élevées, puisque finalement, pendant un certain temps, notamment en France, les gens, en tout cas les professionnels, s'en détournaient. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une constante demande pour ces métiers-là et que l'offre en termes de personnes n'est pas aussi pléthorique que ce qu'on pourrait souhaiter, donc les prix augmentent sur ces types de prestations. Et enfin, pour essayer de donner un tour un peu positive. Non, en tout cas pas forcément positif. Je suis pas sûr qu'on ait dit des choses positives ou négatives aujourd'hui. Je pense qu'on essaie d'être le plus proche des modifications de la société. Essayons de repenser un peu la position de l'humain. Donc tu as beaucoup parlé d'interaction entre les humains et les machines, et je pense que il y a des démarches aussi qu'on peut mener de manière un peu proactive sur quel est le sens qu'on veut donner à tout ça. Quelle est la responsabilité ? Est-ce que on doit conseiller à nos clients de tout remplacer tout de suite par l'IA et ne plus laisser de place à l'humain ? Comment essayer de rendre ce développement harmonieux et comment toi tu le fais auprès de tes clients au jour le jour ? Je crois que j'utilise beaucoup en fait les compétences justement de l'expérience utilisateur en fait. C'est que la tendance en fait pourrait être de se dire on peut tout automatiser, donc on va tout automatiser en fait. Mais le vrai sujet, ça reste toujours une question d'expérience en fait. Et en fonction du niveau de stress, du niveau d'attention dont a besoin l'utilisateur, il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Je pense que l'exemple que je donnais sur l'assurance est typique. Donc par rapport aux utilisateurs externes, on a toujours beaucoup d'attention par rapport à ça. Ce qui est compliqué, c'est justement de pouvoir le faire aussi en interne. Parce qu'en interne, parfois, vu que, je ne sais pas comment le dire, mais on va dire que c'est un public qui est plus captif parce qu'il y a un contrat de travail, en fait, on travaille dans une organisation. Parfois, on a peut-être moins d'attention, moins de recherche sur ce qui est une friction ou ce qui n'est pas une friction. On essaie plutôt de communaliser en interne. Je pense que c'est là-dessus en fait, qu'il faut réinvestir aussi quel agent on met, pour quelle expérience, quelle mise en relation. Ça, c'est ultra important déjà à penser, rien que dans un rapport intour. Et ensuite, je pense que la vraie révolution, en effet, elle n'est pas en fait dans la productivité de chacun. Elle est dans comment des êtres humains au sein d'une organisation collaborent. Et ça, c'est là la vraie révolution, et c'est ça qui est complexe à mener et à mettre en œuvre. Ça passe par des petits bouts, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre chez Exalt, c'est finalement d'avoir une sorte de commun, de connaissances communes ensemble qui permettent à chacun d'être plus productif, de collaborer. Et c'est peut-être là, en fait, où on aura peut-être résolu le gros problème qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise, c'est la perte de sens sur les actes de travail. C'est tout un chantier, en fait, à mener. Mais je pense que quand on le prend selon cette perspective, on ne se trompe pas de chemin, en tout cas. Très bien. Et si, pour finir, tu devais donner un message aux consultants et aux consultantes qui nous écoutent par rapport à l'IA et au futur, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je pense que enfin, je ne sais pas comment le dire en fait sans être provocateur, parce que je pense que le vrai sujet, c'est ceux qui ont un travail demain, c'est ceux qui n'ont pas peur de le perdre aujourd'hui. En fait. Donc, la vraie compétence aujourd'hui, justement, c'est de travailler là-dessus, en fait. Travailler à se rendre inutile, en fait, d'un certain côté. Et pour pouvoir se faire, je pense que c'est peut-être un peu long comme simple message, mais c'est l'occasion incroyable de vraiment repenser impact. C'est-à-dire, on s'est trop souvent identifié à un certain type de responsabilité, à des problèmes politiques, à un certain type de tâches, en fait. Je pense qu'on peut tous retravailler sur c'est quoi vraiment la valeur, mon différenciateur, même en interne, sur chacune de mes tâches, parce qu'il ne faut pas perdre ça de vue, et tout le reste, en fait, peut changer. Eh bien, écoute, merci beaucoup François-Xavier. Pour les prochains épisodes, on continuera à faire parler les faiseurs d'IA et on se retrouve le mois prochain.